Merci à tous ceux qui sont là et présents pour ce webinaire autour de la PCO. C'est un travail qui avait démarré avec Adeline au sein de Noé Santé et on est vraiment ravis en tout cas de présenter aujourd'hui ce webinaire autour de la PCO avec, on remercie l'établissement Barthélemy Durand et puis les différentes CPTS qui sont présentes et qui ont relayé l'information. Et donc Cœur Essonne, Val d'Orge et le GIE, l'Inter-CPTS avec la CPTS Val d'Yvette et Noé Santé. On s'est dit avec Lauriane que peut-être vous pouviez mettre votre question sur le chat et petit à petit, au fur et à mesure, on leur donnerait les questions plutôt en fonction d'essayer de les regrouper pour que ça soit un peu plus dynamique. Voilà, donc n'hésitez pas à les mettre sur le chat et puis je leur transmettrai au fur et à mesure. De toute façon, Lauriane les verra aussi. Voilà, et puis je laisse l'équipe dynamique de la PCO présenter leur webinaire. Ah, j'ai oublié Bon, il va y avoir un autre webinaire sur les troubles neurodéveloppementaux lundi prochain de 13h à 14h qui va être animé par Christine Conti et Anne Barthes, orthophoniste, autour des troubles du langage. Voilà. bonjour, donc on est trois personnes de la PCO, donc on se présente. Donc moi c'est Lauriane Giraudot, je suis une des coordinatrices de la PCO et je suis aussi ergothérapeute. Bonjour, donc Julie Muller, infirmière coordinatrice à la PCO. Bonjour à tous, donc Manou Stéphanie, infirmière coordinatrice également sur la PCO. Donc on va vous présenter la PCO, la plateforme de coordination et d'orientation, et on abordera aussi le C2A, donc le centre de diagnostic Espère Autisme. Je veux bien que vous tourniez la slide. Donc la première slide, elle vous montre les différents niveaux dans le parcours de soins pour les enfants qui ont entre 0 et 6 ans. Donc la PCO, elle se situe au niveau 2. Donc, on va reprendre un par un. Donc, le niveau 1, ce sont les médecins PMI, les professionnels de santé PMI, les pédiatres, les professionnels de santé en libéral, les médecins généralistes, les professionnels de la santé. Donc, en gros, c'est ces professionnels-là, en général, qui vont alerter, dépister et pouvoir orienter les familles. Et donc, c'est le niveau 1. Le niveau 2, donc la plateforme de coordination se situe à ce niveau-là, puisque c'est un groupement de professionnels, c'est une équipe. Et donc, dès qu'il y a en fait une équipe pluridisciplinaire qui permet de coordonner le parcours de soins, c'est du niveau 2. Donc, la PCO se situe ici, mais c'est aussi le cas, par exemple, des institutions comme les CMP, les CMPP, les CAMS. C'est aussi quand on va orienter en libéral par rapport à la PCO au niveau de la psychomotricité, de l'ergothérapie ou de la psychologie, vu que c'est dans un parcours de soins coordonnés, ça reste du niveau 2. Quand on va aussi orienter vers certaines plateformes de diagnostic comme la PDAP, donc la PDAP, c'est la plateforme de diagnostic autisme de proximité qui se situe à Grigny. Et là aussi, c'est une équipe pluridisciplinaire. Elle va pouvoir diagnostiquer les enfants qui ont un TSA typique. La porte d'entrée de la PDAP et la PCO. Donc, quand en fait les familles souhaitent un diagnostic TSA, autisme, dans ces cas-là, la demande est faite d'abord à la PCO, puis ensuite, suivant la commission, on va valider ou non une entrée dans la PDAP. En général, chaque mois ou tous les 2 mois, on rencontre l'équipe de la PDAP. Donc, c'est des réunions qui se font très, très régulièrement et on se connaît très bien entre les deux équipes.
Toujours dans le niveau 2, il y a le réseau TAP, les consultations TAS, et donc comme je vous avais dit, le libéral quand c'est du coordonné, quand c'est des soins coordonnés. Donc par exemple, quand vous êtes en MSP, bah, ça reste du niveau 2, puisque si vous faites de l'exercice soins coordonnés, ça rentre dans ce cadre. Alors, Diane, est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est que le réseau TAP et le réseau TAS? Parce que pour nous, c'est clair, mais ce n'est pas pour tout le monde. Le réseau TAP, c'est le réseau des troubles des apprentissages. Donc, il se situe au Crémain-Bicêtre et c'est un réseau pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou des troubles attentionnels. Et donc, quand on souhaite avoir l'avis médical pour toutes sortes de raisons, pour un diagnostic, pour un dossier MDPH, avoir une aide, pour avoir un parcours de soins coordonnés, enfin, ça peut être pour tout type de raisons, on peut faire appel au réseau TAP et il s'occupe de tout ce qui est sud-francilien, donc du sud Paris, vraiment très le sud de Paris, le 94, le 91, une petite partie du 77, et je ne sais plus s'il faut une petite partie du 78, j'ai un petit doute. En tout cas, tout le 91, et on peut faire appel au réseau TAP quand les enfants se situent dans le 91. Donc, c'est un réseau c'est pour les enfants qui ont voilà une suspicion ou à faire avéré de troubles des apprentissages de type TDAH. La consultation TAS, c'est plus ou moins la même chose. C'est pas tout à fait. Le réseau TAP, c'est au Crémain-Bicêtre. C'est comme une entité à l'intérieur de l'hôpital, mais qui consulte énormément en libéral. La consultation se fait pas au Crémain-Bicêtre, ce sont surtout des médecins qui travaillent avec le réseau TAP, qui vont pouvoir recevoir les familles en général. La consultation TAS, c'est l'hôpital sud-francilien. Il y a une toute petite équipe qui va pouvoir faire du suivi, pareil, pour les enfants qui ont des troubles des apprentissages, mais ils reçoivent, je crois que c'est une fois tous les 15 jours et sur une demi-journée. Donc, c'est une petite consultation au CHSF. Voilà. Le niveau 3, donc c'est les centres de diagnostic et d'évaluation, donc ce sont les centres de référence. Depuis que pour tout ce qui est des diagnostics TSA de niveau 3, donc complexe, maintenant ça se fait forcément au C2A. Donc le C2A, c'est l'équipe qui s'est constituée en même temps que la PCO. Donc, il y a une équipe qui est d'un côté la PCO et l'autre côté, le C2A qui est que sur l'évaluation de diagnostic. Donc là, les enfants peuvent passer par la PCO et nous, on oriente vers le C2A. Mais les médecins, tout type de médecins, peuvent demander une consultation au centre de diagnostic, au C2A, parce qu'il a un doute sur le TSA. Donc, la grosse différence entre la PDAP et le C2A, c'est que la PDAP, c'est pour les enfants qui ont un TSA typique, qui ont entre 0 et 6 ans, alors que pour le C2A, on a un doute sur le TSA. Il y a des éléments en faveur du TSA, mais il y a le TSA plus autre chose. Il y a le tableau, il n'est pas si clair que ça. Le tableau clinique n'est pas si clair que ça. Ça peut être aussi des situations sociales complexes. Et dans ces cas-là, la consultation au C2A peut être demandée. Et le C2A, c'est du 0-18 ans. Donc, voilà. Soit la porte d'entrée, c'est soit par la PCO, mais ça peut être demandé en direct. Donc, ma collègue reviendra dessus, mais l'entrée, en fait, vous appelez le secrétariat et le dossier peut être demandé au secrétariat, en fait. Ce qui est important, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a d'atypique dans le TSA et pourquoi c'est atypique et pourquoi vous demandez l'évaluation diagnostique. Ok, merci. Donc, comme je vous ai dit, quand la PCO s'est construite, il y a les trois entités qui se sont construites, les trois unités qui sont construites en parallèle. Donc, la PCO qui est portée par Barthélemy Durand, qui pour l'instant est à 0,6 ans, qui va être amenée à évoluer vers les 7-12. Donc, ce n'est pas encore ouvert, mais c'est dans les projets. Donc, la PDAP, c'est porté par Olga Spitzer, donc c'est une association médico-sociale. Et comme je vous ai dit, on est vraiment en lien. Et quand ça s'est construit, il y avait des copines, on se rencontrait chaque mois au début.
pour pouvoir s'articuler et faire en sorte que ça fonctionne. Donc la PDAP est à Grigny et il faut que les dossiers passent forcément par la PCO. Alors que le CDEA, on est pour l'instant sur le même bâtiment. Et c'est aussi porté par Barthélemy Durand. On a parfois des personnes en commun, comme l'assistante sociale, qui est à moitié mi-temps sur la PCO, mi-temps sur le C2A. Et la PCO peut se faire soit via la PCO, soit par un adressage direct. Quand on fait un adressage direct, il y a écrit adressage de niveau 2, c'est-à-dire que en fait, il faut que les enfants, quand vous adressez l'enfant, il faut quand même qu'il y ait du soin qui a été mis en place parce que ça permet de savoir comment l'enfant évolue. Et c'est important qu'il y ait des prises en charge qui ont été mises en place. Et dès qu'il y a un médecin généraliste, pédiatre ou autre, un médecin, où l'enfant a des suivis, que ce soit en libéral ou dans des structures, et qu'il y a un doute sur le TSA n'est pas typique. Dans ces cas-là, on peut faire une demande de consultation au C2A. Voilà. Je vais bien vous tourner. Donc, on va vous présenter particulièrement la PCO. Je vais bien vous tourner. Donc, la PCO a commencé, les constructions des PCO en France ont commencé en 2018. Maintenant, tous les départements bénéficient d'une PCO. Donc, ça a été fait dans un cadre réglementaire. Et le cadre réglementaire a poursuivi à partir de 2023, où on a des directives nationales et on a des contraintes. Et chaque département suit les directives nationales. Je vais bien vous tourner. Ici, vous avez un livret que vous pouvez voir sur Internet, donc Stratégie nationale 2023-2027 sur les troubles du TND, et vous avez différents textes qui sont plutôt assez bien faits et qui reprend tout le parcours de soins et ce qu'on peut retrouver et ce qu'on peut entendre sur les troubles neurodéveloppementaux. Je vais bien vous tourner. Juste un tout petit point sur qu'est-ce que les troubles développementaux. En fait, c'est les troubles développementaux du développement à partir de 0 quand l'enfant se développe. Ça peut être du coup un trouble un trouble de la communication, donc un trouble du langage. Ça peut être un trouble du développement au niveau intellectuel. Ça peut être un TDAH. Ça peut être un TSA. Ça peut être troubles d'apprentissage, donc tous les 10. Et ça peut être aussi des troubles moteurs. Donc, quand on parle de troubles moteurs, ça reste quand même normalement des troubles moteurs légers, ou parfois on a des dossiers à la PCO où les enfants ont des troubles moteurs légers de type paresthésie ou d'autres choses motrices. Et là aussi, vous pouvez quand même faire appel à la PCO. Donc c'est assez large, c'est vraiment dans le développement de l'enfant où en fait la PCO, dès que vous avez un doute sur le développement de l'enfant, vous pouvez faire un dossier à la PCO. Je vais bien vous tourner. Alors, qui est concerné? Les enfants qui ont moins de 7 ans. Donc, il faut que en fait, l'enfant, quand on valide en commission, il ait 7 ans moins un jour. Il faut qu'il soit orienté vers un médecin référent, donc un médecin il faut que l'enfant soit orienté par un médecin référent, donc un médecin traitant, un pédiatre, un médecin de PMI. Quand il y a un médecin de PMI, en fait, ce qui est important, c'est que si le médecin de la PMI ne peut pas s'engager dans le parcours de l'enfant, il faut qu'il y ait quand même un autre médecin dans la boucle, parce que nous, on va intervenir, si on valide un dossier, on va intervenir 1 an, 2 ans grand maximum, parce qu'on peut renouveler une fois, mais dans les thèses réglementaires, après, le suivi s'arrête. Et donc, c'est très important que le médecin reste référent et connaisse ce qui se fait à la PCO, puisque par la suite, c'est le médecin qui va reprendre le suivi des soins.
Il faut que les enfants soient domiciliés dans le 91. Oui, je reviens sur les médecins. Si l'enfant n'a pas de médecin traitant, parce que ça arrive que le médecin la famille n'a pas de médecin traitant. Dans ces cas-là, on a beaucoup parfois d'abrissage par les PMI, parfois même par les médecins scolaires, un peu moins, mais ça arrive. Nous, on peut travailler avec les CPTS pour justement trouver des médecins pour ces familles, surtout si les familles ont pas de médecin traitant. Il faut quand même pareil, qu'il y ait quelqu'un qui reste dans la boucle. Donc, on fait ce travail-là de chercher un médecin traitant, puisque s'ils arrivent à la PCO, c'est que vraiment, il faut un suivi médical pendant le suivi de la PCO et encore plus après, en fait. Donc, il faut qu'il y ait une suspicion de TND qui nécessite des bilans et des interventions précoces. Il faut que les enfants bénéficient, si les enfants bénéficient d'un CMP, d'un CMPP, d'un CAMS ou autre, il n'est pas prioritaire sur la PCO. Il peut prétendre parfois à la PCO, mais dans ces cas-là, les CMP, les CMPP, les CAMS restent comme la PCO du niveau 2. En fait, on se trouve sur le même niveau de soins. Et donc, du coup, il faut les diagnostics et les soins se fassent sur ces structures-là. Je viens vous tourner. Qui ne peut pas prétendre à la PCO? Donc, les enfants de plus de 7 ans, comme je vous ai dit, la PCO, normalement, va s'ouvrir dans l'année à venir. On n'a pas encore de date officielle. Ça va pas être dans les 3 mois qui suivent, mais elle devrait ouvrir. Donc, c'est vraiment incessamment sous peu, on va dire, dans les 12 mois qui arrivent. Il faut que les enfants habitent le département. Donc, s'ils sont hors département, ils ne peuvent pas prétendre à la PCO du 91, mais ils peuvent bien sûr prétendre à la PCO de leur département. S'ils ont une notification d'AEH, dans ces cas-là, quand la famille demande le financement des soins par la PCO, il n'y a pas de prise en charge par la PCO parce qu'il n'y a pas de double prise en charge. Donc, si les familles bénéficient de l'AEH, c'est que l'AEH a été donnée pour permettre le financement des soins. Et dans ces cas-là, c'est l'AEH qui prend le relais ou qui fait office de soins. En fait, c'est les parents qui doivent mettre en place les soins. Parfois, ça arrive que les parents ont l'AEH et on va quand même accompagner pour pouvoir trouver un professionnel de santé. Les enfants qui bénéficient de dispositifs adaptés comme les UMA, les U2AL à l'école, les CESAD, les IME, etc., comme ils ont un dispositif adapté, nous, on ne va pas pouvoir faire mieux à la PCO, en fait. Donc, le suivi se fait dans ces dispositifs-là. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les CMP, les CMPP, les CAMS, etc., c'est pareil, le suivi et le diagnostic doit se faire dans ces structures-là, donc ils ne pourront pas prétendre à la PCO. Il arrive que parfois, c'est très rare, mais dans certains cas, il y a des doubles prises en charge, mais vraiment dans des cas très, très particuliers où, en fait, dans le CMPP ou le CMP, il y a très momentanément un problème de professionnel à l'intérieur du CMP et en fait l'enfant il est juste suivi par exemple le pédopsychiatre et là ça nous est déjà arrivé dans de très très rares cas de mettre en place les soins en attendant qu'il y ait la place au CMP ou au CMPP. Mais dès qu'il y a des choses qui se font toutes les semaines ou tous les 15 jours, la PCO s'arrête. Voilà. Je vais bien vous tourner. L'équipe de la PCO, donc on est toutes plus ou moins à temps partiel, à part les secrétaires où il y a 2 temps pleins. L'assistance sociale qui est à mi-temps, donc à mi-temps sur la PCO et à mi-temps sur la C2A. Il y a 6 coordinatrices, donc 2 infirmières qui sont avec moi, qui sont à 80%. Il y a 3 ergothérapeutes, donc j'en fais partie, je suis à 60%, mes 2 autres collègues sont chacune à 40%. Et la psychologue qui est à 40%. Il y a un cadre de santé qui est là une demi-journée par semaine et un temps médical où on a à l'heure actuelle le docteur Lubelski qui est là 2 demi-journées par semaine et le docteur Humbert qui est là une demi-journée par semaine. On a une question pour les personnes qui ont déjà l'AEH, mais qui n'ont aucun soin ou aucun diagnostic de posé. Ils peuvent venir vous voir ou pas du tout?
S'ils ont l'AEH, c'est à eux de mettre en place les soins. Donc, nous, ce qu'on va faire, s'ils ont l'AEH, on va faire un courrier de refus et on va leur dire de mettre en place les soins adaptés. Donc, on va faire des propositions de soins adaptés et c'est les parents qui doivent rechercher les professionnels. D'accord. Si ils font une demande de diagnostic, donc le diagnostic n'a pas à voir avec l'AEH. Donc, dans ces cas-là, si l'enfant a moins de 7 ans, donc faut que, pour qu'on ait le temps de traiter le dossier, en vérité, il faut que le dossier arrive avant les 6 ans et demi. Sinon, on n'aura pas le temps de traiter le dossier. Et Vous dans ces avez cas-là, combien? les familles, oui. Allez-y, non. Allez-y. Et dans ces cas-là, le diagnostic, on peut très bien orienter vers les bons professionnels pour pouvoir faire les diagnostics. Donc, même si la famille a l'AEH, ils peuvent faire un dossier à la PCO pour le diagnostic. Dans les diagnostics, on y reviendra très certainement après, mais on a une possibilité de faire des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire, donc avec la médecin de la PCO. Et dans ces cas-là, il faut que justement le médecin qui est coordinateur, qui a prescrit l'entrée dans la PCO, puisse participer à ces RCP. Donc, il y a le médecin qui a prescrit, si possible aussi les professionnels qui suivent l'enfant. Et donc, on peut aussi, quand le tableau clinique est clair, on peut mettre en place des RCP à visée diagnostique dans ce sens-là. Donc là, le diagnostic peut être posé lors des RCP. D'accord. Voilà. Ça, c'est possible quand on a tous les éléments. Quand on parle de tous les éléments, c'est les différents professionnels qui ont fait leur bilan, les bilans qui vont tous dans le même sens. On a aussi le retour de l'école, comme le GEVASCO, qui va aussi dans le même sens. Et donc là, ça peut être posé dans ce cadre-là. Si on a assez d'éléments, le diagnostic peut être posé lors des RCP. L'enfant doit être lors des RCP, l'enfant il doit être déjà intégré à la PCO ou ça peut être fait dans la première phase avant déjà? Non, déjà intégré à la PCO, donc il faut que la famille fasse le dossier constitué en complet. Le dossier passe, quand il est en complet, passe en commission. Et c'est lors de la commission où on va décider qu'il y a assez d'éléments pour la RCP. Et donc là, la RCP après est organisée. D'accord. Mais il faut Et que ça soit combien de validé en commission. Oui. Merci. Et combien de temps à peu près entre le moment où on dépose le dossier et le moment où vous pouvez commencer à prendre la prise en charge, qui est à la fois effectivement qui est à la fois financière parce que c'est la CEPAM qui finance les soins ergo, psychomote, psycho donc le moment où il y a le dossier et le moment où les financements se mettent en place. C'est assez hétérogène en fait, c'est-à-dire que effectivement il y a déjà toute cette partie, on va dire administrative, voilà, de constitution de dossier qui arrive au niveau du secrétariat. Après, effectivement, ça remonte au niveau de la coordination de soins. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, avant d'étudier les dossiers en commission, il y a systématiquement une coordinatrice de soins qui va faire ce qu'on appelle un premier appel auprès de la famille pour quand même un petit peu, parce qu'entre la constitution du dossier et le premier appel, il a pu des fois se passer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon, ça dépend un peu des dossiers qu'on reçoit. Et aussi, voilà, donc ce premier appel pour faire un petit peu le point avec la famille pour déjà savoir ce qu'elle a compris de l'orientation PCO, de savoir s'il y a eu entre-temps des évolutions au niveau de la situation clinique ou de la situation de l'enfant. Et après, voilà, quand bien même nous, effectivement, toutes les semaines, il y a des commissions où on valide des entrées dans le parcours de soins PCO avec soit des forfaits d'intervention précoce, soit des orientations de diagnostic, soit les deux. Si vous voulez, ce moment de validation ne veut pas dire que l'enfant aura un professionnel en face de lui le lendemain, puisqu'après, il y a toute cette phase aussi au niveau de la coordination où on va justement, nous, rechercher un professionnel. On vous présentera après, mais si vous voulez, voilà, la mise en place de soins ne fonctionne qu'avec des professionnels qui ont conventionné dans le cadre du dispositif, donc de professionnels qui sont en libéral, mais qui ont accepté de signer une convention avec la PCO, puisqu'il y a forcément du coup cette tarification particulière. Et c'est hétérogène dans le sens où sur le territoire, on a des professionnels qui sont répartis quand même de façon un petit peu
un petit peu plus densifiés dans le nord que dans le sud du département, déjà forcément, et puis qui n'ont pas forcément de la place au moment où on les sollicite. C'est-à-dire que nous, on va chercher effectivement le pro qui est à proximité géographique du domicile de la famille, surtout si on a un parent qui n'est pas véhiculé. Si le pro, on le sollicite et qui nous dit, moi, j'ai pas de place tout de suite, j'ai de la place que dans tant de mois ou sur liste d'attente, etc., bah forcément, ça va intensifier l'attente des prises en charge pour l'enfant. Et puis parfois, on a des pros qui nous disent, bah oui, là, j'ai de la place tout de suite, ou je peux le prendre en bilan la semaine prochaine, et là, ça peut se faire dans le mois qui suit la commission, par exemple. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. C'est là, en ce sens où je vous dis que c'est assez hétérogène selon les situations. Merci. Voilà. Les grandes missions de la PCO, donc le soutien aux professionnels de première ligne, comme on fait aujourd'hui, par exemple, où on va pouvoir donner les informations, les sensibilisations. Le cœur même de la PCO, c'est la coordination de parcours de diagnostic et les forfaits d'intervention précoce. Donc, on a deux grandes missions dans la PCO. Donc, d'un côté, on va pouvoir orienter dans le parcours de diagnostic et de l'autre, mettre en place des soins donc, comme on vient déjà d'en parler, des soins qui vont être financés par la suite par la CEPAM. Et il y a aussi un accompagnement dans les démarches, notamment l'assistance sociale accompagne beaucoup dans les dossiers MDPH. L'animation du réseau avec les professionnels libéraux, les structures sanitaires et médico-sociales, l'ARS, l'MDPH, tout ça, tout ça. Donc, on a une grande mission aussi de partenariat avec les différentes structures. Je veux bien que vous tourniez. Voilà. Donc, les rôles des PCO, très rapidement, c'est en gros, on a un doute sur le développement de l'enfant. C'est pas d'attendre de dire, bon, on verra plus tard. C'est de lever le doute, de mettre en place des soins. S'il n'y a plus besoin de soins et que l'enfant retrouve la courbe normale du développement ordinaire, ça s'arrête là. Si l'enfant continue à avoir ces difficultés, là, il y a un diagnostic qui va pouvoir être posé par la suite et ça va permettre de minimiser les conséquences des difficultés de l'enfant. En fait, parfois, ça nous arrive où on entend on va laisser l'enfant se développer. En vérité, il vaut mieux mettre en place, si possible, des soins le plus précocement possible pour lever le doute ou pour justement, plus c'est précoce et moins il y aura de difficultés par la suite. Donc, le parcours de soins, donc comme je vous ai dit, niveau 1, il y a des signes d'alerte. Ça peut être des signes d'alerte à l'école. On a beaucoup d'enfants, quand ils arrivent en petite section, ils n'ont pas forcément été à la crèche, ou forcément être en collectivité, etc. Et là, il va y avoir des signes d'alerte de l'école qui va être détecté par exemple, les enseignants, mais ça peut être aussi détecté lors des consultations avec les PMI dans les écoles maternelles. Enfin, on a différents cas où par le médecin qui va faire les évaluations, mais quand on fait des stades de développement et on s'aperçoit que il y a des choses qui sont déjà compliquées. Dans ces cas-là, le dossier de la PSO peut être fait. Donc, le dossier doit. La première chose, c'est que forcément la PCO, c'est par la prescription du médecin de première ligne. Et donc, c'est ce qui fait, on va dire, ce qui fait cette possibilité de rentrer dans la PCO. Ensuite, les familles reviennent vers la PCO avec l'adressage médical et il y a différents documents à fournir, dont le formulaire parent. Ensuite, si le dossier est complet, un premier appel est fait par une de nos collègues coordinatrices ou par une des coordinatrices citées tout à l'heure. Et ensuite, le dossier va passer à la PCO. Donc, soit il y aura un refus, par exemple, il y a la vache et c'était pour financer des soins. Ça s'arrête là. Soit il y a une validation et dans ces cas-là, on va mettre soit les FIP en place, donc les soins précoces, donc l'ergothérapie, la psychomotricité ou la psychologie, bilan et ou suivi.
soit aussi un parcours de diagnostic, comme on a dit tout à l'heure, avec la PDAP, le réseau de TAP, le C2A, les RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaires. Et il y a toujours la poursuite régulière avec le médecin référent. Alors, oui. dans les soins, on est bien d'accord, c'est juste ergo, psychomote, psychologue, et il n'y a pas de psychoéducateur ou autre. Non. C'est vraiment, puisqu'on est payé par la CEPAM, c'est ça. En fait, à l'heure actuelle, ce sont les trois seules professions, effectivement, qui ont été reconnues au niveau de la délégation interministérielle pour que les prises en charge financières puissent se faire au niveau des PCO. Toutes les autres professions conventionnées, type orthophonie, kiné, etc., le médecin peut tout à fait les prescrire, mais ça ne transitera pas par la PCO. Et puis, effectivement, les trois seules professions donc, hors parcours pris en charge par la CEPAM actuellement au niveau de la PCO, c'est l'ergothérapie, la psychomotricité, une psychologue ou neuropsychologue. On ne peut pas qui sont des soins qui ne sont pas remboursés habituellement, hein, dont les familles ne peuvent pas y accéder. A été à un moment évoqué par la délégation interministérielle. Enfin, en tout cas, c'est des échanges qu'il y a pu avoir sur effectivement les interventions d'éducateurs spécialisés sous éventuellement sous, on va dire, un peu le chapeautement d'une psychologue, mais pour l'instant, ça n'est absolument pas rentré dans les textes. Donc, tout professionnel de santé, effectivement, qui ne rentrerait pas dans le cadre de ces trois professions-là, ne pourrait pas prétendre à une convention avec la PCO et ne pourrait donc pas rentrer dans le cadre d'une prise en charge financière pour les bilans et les séances pour des enfants qui rentrent dans le cadre du dispositif. Je veux bien que vous tourniez. Là, vous avez un guide de repérage. Donc, c'est un guide qui est intéressant où chaque étape du développement va être décrit et ça permet de savoir qu'est-ce qu'on attend à quel âge. Et donc, j'imagine après par la suite que le PowerPoint va être envoyé. Vous aurez juste à cliquer sur le lien et la brochure pour avoir chaque étape du développement. Donc, le formulaire médical. Oui, je peux. Ma collègue va reprendre le formulaire médical. C'est très important que le formulaire médical soit rempli le mieux que vous pouvez en tant que médecin pour que nous ayons des éléments et de pouvoir valider le parcours à la PCO. Donc, comme le précisait ma collègue, l'orientation PCO ne peut se faire que sur adressage médical, avec effectivement ce questionnaire national qui est un questionnaire qui est identique pour tout adressage envers n'importe quel PCO au niveau national. Donc, il se présente comme ça. Donc, il y a tout d'abord effectivement des premières pages qui vont concerner des éléments d'observation qui sont à renseigner pour un enfant à n'importe quel âge. Donc, c'est plutôt une partie qui va concerner effectivement, on va dire, une anamnèse de est-ce qu'il y a de la prématurité, est-ce qu'il y a une souffrance fétale. Enfin, voilà, c'est vraiment des indications qui peuvent être données pour tout type d'âge. Je veux bien que vous tourniez. Voilà. Et après, plus spécifiquement, il y a des items qui concernent des tranches d'âge. Donc, si le médecin, au moment de sa consultation, reçoit un enfant qui a entre 24 et 36 mois, il va remplir cette partie du questionnaire. Il y en a une où c'est pour les 0-6 mois. Je crois qu'après, on est sur du 12 24. Enfin voilà, chaque tranche d'âge a son questionnaire avec ses items à cocher. Donc on n'a pas, nous en tout cas au niveau de la PCO, forcément besoin d'avoir tout l'historique des 0 jusqu'à 2 ans si c'est un enfant qui a 4 ans lorsqu'il est adressé et ainsi de suite. On a vraiment besoin d'avoir le questionnaire de la tranche d'âge au moment de la consultation du médecin. Vous pouvez tourner.
Ici, donc, c'est une partie là, purement administrative que le médecin remplit. On en a quand même besoin puisque ça nous permet d'avoir effectivement les coordonnées de la famille, de s'assurer que les parents ont bien été également informés de cet adressage au niveau de la PCO, puisqu'on a aussi besoin de leur consentement. Voilà, pour ce qui concerne cette partie-là, il y a aussi une partie où le médecin peut, voilà, il y a des annotations libres qui peuvent être complétées. Alors juste, je reprends, moi je travaille aussi dans une maison de santé et ce qu'a fait notre coordinatrice, c'est qu'elle a repris pour éviter d'imprimer tout le dossier et ressortir chaque élément. Elle a reformulé et reformé les différents étapes et donc ça veut dire que pour chaque enfant, nous, on a un parcours TND et le médecin récupère juste les premières questions de développement et puis on n'a pas tout à noter et tout à ressortir. Et ensuite, on peut vous adresser directement. Je vois comment elle a fait. Voilà, elle est assez douée. Elle nous a fait ce qu'il fallait pour que les médecins, ça soit beaucoup plus facile pour eux en fait à remplir. Parce que sinon, si on va sur le site du gouvernement, c'est un énorme pavé à sortir et on ne sait pas trop comment ce qu'on doit remplir. On ne va pas remplir, si on voit l'enfant à 18 mois, on ne remplit pas comment il était à 8 mois, 9 mois, sinon on perd trop de temps. C'est ce que je vous expliquais, c'est qu'en fait, c'est vrai que ce questionnaire, il peut paraître dense comme ça quand on voit et quand on. Bon, après, il peut être. Enfin, il est pré-remplissable aussi en ligne, hein, il n'y a pas forcément besoin d'imprimer. Mais c'est vrai qu'il peut paraître assez conséquent. Mais autant il y a des pages voilà, qui sont à remplir et dont on a besoin pour n'importe quelle tranche d'âge, autant effectivement sur tout ce qui va être questionnaire là, à cocher par tranche d'âge, on a vraiment besoin uniquement de celui de la tranche d'âge au moment de la consultation. Et à partir du moment où, si elle a fait je ne sais pas comment elle a réussi effectivement à faire ce document dont vous parlez, mais à partir du moment où on a tous les éléments dont on a besoin, que ce soit avec le questionnaire initial national ou que ce soit celui qu'elle a un peu fait à sa façon, nous, ce qu'il nous faut, c'est les infos principales. On C'était n'a pas juste pour besoin du simplifier, questionnaire voilà, dans son c'était juste pour intégralité. simplifier la consultation du médecin. Voilà, c'est directement sur le logiciel. Là, c'est Alma Pro, le logiciel, et le médecin n'a plus qu'à cocher directement et pas perdre de temps, en fait. Hein. C'est toujours la problématique des consultations un peu longues et fastidieuses dans ces moments-là quand il y a beaucoup d'agitation. Ouais. Je rappelle juste, mais bon, je crois qu'on précise après, qu'il y a une tarification qui est proposée en fait aux médecins lors justement des consultations spécialisées TND, qui est une tarification du coup plus longue qui est une consultation plus longue avec une tarification du coup particulière, justement qui permet normalement à ce que le médecin ait le temps de faire sa consultation dans sa globalité et d'évaluer chaque champ du neurodéveloppement pour l'enfant et justement après de pouvoir remplir ce dossier, ce formulaire en tout cas TND. Je vous laisse du coup dérouler. Voilà, alors là après effectivement, donc on arrive sur cette partie où est indiqué les préconisations, enfin ce que souhaite en tout cas le médecin, parce qu'il faut savoir que l'adressage à la PCO, donc je le disais, c'est avant tout un adressage médical et c'est vrai que c'est le médecin qui va de prime abord cocher ce dont il aimerait, sur quel, en tout cas, soin il aimerait que la PCO intervienne au niveau des prises en charge qui ne sont donc pas remboursées. Donc, c'est à lui là de cocher s'il souhaite que soit mis en place de la psychomotricité, de l'ergothérapie, de la neuropsychologie. Il peut également cocher sur la gauche, je ne sais pas moi, un bilan orthophonique et une mise en place d'une autre prise en charge, mais là, ce ne sera pas la PCO qui va coordonner tout ça. Ce sera à la famille, du coup, de prendre rendez-vous par eux-mêmes, puisque ça reste des prises en charge qui sont conventionnées avec la sécurité sociale.
Voilà. Je me permets, Ouais. Stéphanie, parce qu'il y avait une question par rapport aux orthophonistes, parce qu'ils apparaissent aussi ici. Ouais. Nous, on n'a pas de priorisation, on n'a pas de liste spécifique. C'est vraiment aux familles d'aller chercher les orthophonistes, même si on sait que c'est compliqué. Nous, on leur propose de s'inscrire sur la liste commune qui est maintenant Allo Ortho, anciennement InziCare. Mais voilà, il n'y a pas d'adressage spécifique via la PCO. Et il y a des orthos et des psychomotes qui vont aussi vous orienter les enfants, hein. Moi, j'ai plusieurs fois des enfants qui viennent et on monte le dossier PCO en lien avec ou l'orthophoniste. Voilà, c'est dans un sens, mais ça peut être dans l'autre aussi. C'est-à-dire que des enfants qui ont déjà des prises en charge, mais on sait qu'il va falloir augmenter la prise en charge ou avoir un autre regard. Et à ce moment-là, on vous sollicite aussi pour nous aider, pour multiplier les prises en charge quand il y a urgence, pour effectivement permettre que les red flags s'amenuisent. Mm. Tout à fait. Je veux bien qu'on tourne. Je pense qu'on va arriver sur la partie, voilà. Bon, voilà, le médecin s'identifie, tamponne et signe bien. Voilà. Après, on a fini sur la partie questionnaire médical d'adressage. C'est très important qu'on ait la signature et le numéro RPPS du médecin. Sinon, le dossier ne peut pas être valide à ce moment-là. On renvoie les dossiers malheureusement. Ici, vous avez un guide. Vous allez sur TND Test et vous pouvez cliquer sur les tranches d'âge et suivre le guide pour voir si l'enfant peut rentrer dans les signes d'alerte des TND. Ça vous permet de savoir si oui ou non il faut orienter vers la PCO ou pas. Voilà, je veux bien vous tourner. On a un courrier supplémentaire qu'on demande. C'est le courrier de coordination médecin. Pour nous, il est très très important parce que, comme on vous a dit, la PCO, c'est 1 an, renouvelable maximum 2 ans, enfin une autre année supplémentaire, donc 2 ans en totalité. Et nous, on va solliciter le médecin pour parfois pour avoir un avis supplémentaire ou pouvoir participer au RCP. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande si vous voulez en présentiel. Bon, on n'a jamais fait de RCP en présentiel jusque-là, mais voilà, c'est possible. En visio ou par téléphone. Et ça nous permet, quand on a toutes vos coordonnées en tant que médecin, ça nous permet de vous contacter beaucoup plus facilement et de mettre en place les choses, en fait. Non, je disais qu'effectivement, enfin, en tout cas, nous, au niveau de la coordination de soins, il faut qu'on puisse avoir des échanges avec le médecin adresseur. Donc, il faut qu'on puisse avoir ses coordonnées. Et sur ce courrier de coordination médecin, comme vous le précisez au départ, il y a effectivement donc cette possibilité de mise en place de forfait d'intervention précoce qui apparaît sur le questionnaire national. Mais comme nous, au niveau de la PCO de l'Essonne, on a cet adressage vers la PDAP qui est un peu spécifique puisque ça transite par la PCO, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres départements. C'est là aussi où on demande aux médecins de cocher quel type de prise en charge ils souhaitent au niveau de la PCO. Est-ce que c'est uniquement pour de la mise en place d'un forfait d'intervention précoce pour de la mise en place de soins, ou est-ce qu'il y a également une volonté d'orientation diagnostique dès le départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est pas coché au départ par le médecin, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'orientation diagnostique par la suite, mais elle sera pas forcément, comme elle n'est pas forcément demandée tout de suite, elle sera pas forcément demandée dans l'immédiat. Voilà. Pour nous, c'est un courrier vraiment essentiel pour éviter les ruptures aussi de parcours par la suite et de donner les bons éléments. Je viens vous tourner. Alors, comme ma collègue vous a dit tout à l'heure, il y a 2 valorisations de consultation médicale. Donc, la première, c'est les CTE, donc c'est 60 €. C'est une consultation longue où le médecin va pouvoir faire un examen clinique approfondi et des tests de repérage. Et vous avez dans le cadre d'enfants qui auraient déjà
un TSA ou dans une consultation de suivi annuelle, vous pouvez aussi avoir une revalorisation de votre consultation. Voilà, sachez, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est bien de le savoir. Et, euh, et donc, comme nous, on n'est que là momentanément, c'est le médecin qui reste coordinateur du parcours de soins de l'enfant. Qu'est-ce qu'un dossier complet? Donc, le formulaire d'adressage, le courrier de coordination, donc ça, c'est la partie médecin. Le questionnaire famille, la carte d'identité ou le livret de famille qui est obligatoire dans le dossier médical. La CPAM valide puisque si, par exemple, les familles ont une AME et que l'AME se termine, on vous parle de l'AME parce que parfois on a ces difficultés-là et j'imagine que vous le rencontrez aussi dans vos cabinets. Quand l'AME se termine, c'est de plus en plus difficile parfois pour avoir le renouvellement. Et donc, tant qu'il n'y a pas de renouvellement, les soins ne sont pas pris en charge. En tout cas, pour le diagnostic, puisqu'en fait, la plateforme de diagnostic va se faire financer parce que il y a l'AME ou la CPAM. Hein. Pareil pour les professionnels conventionnés, si l'AME n'est pas valide, bah, le professionnel qui prendra en charge l'enfant une fois par semaine, par exemple, bah, ne sera pas payé. Donc, c'est très important que la séance d'attestation de l'assurance maladie soit valide. Notification MDPH, parce que comme vous avez vu, s'il y a l'AEH ou la PCH, dans ces cas-là, c'est les familles qui financent les soins. Ils peuvent faire un dossier à la PCO pour le diagnostic. Le bilan auditif qui est obligatoirement demandé pour le diagnostic et on a même rajouté ces derniers mois le bilan ophtalmique. On s'est rendu compte que parfois, c'est pas si que les enfants n'ont pas été dépistés. Ça arrive de temps en temps et on veut être sûr que c'est pas un problème purement sensoriel dans le diagnostic différentiel. Les pages du carnet de vaccination, c'est des choses obligatoires parce que la PCO dépend de l'hôpital et les bilans déjà effectués qui nous permettent de bien orienter et de faire les bons choix. 3 types de forfaits d'intervention possibles. Donc, comme on a déjà dit, la psychomotricité et ou l'ergothérapie et ou la psychologie et ou, donc particularité de la psychologie, la neuropsychologie. On demande très régulièrement, enfin dans pas mal de situations, on va demander des bilans psychométriques et donc là, on va faire appel à des psychologues, neuropsychologues. On peut faire... Oui. Juste ce qu'il y avait comme question, c'est est-ce que dans votre recherche de professionnels, vous avez besoin du soutien des CPTS pour vous aider à trouver des professionnels pour se conventionner ou est-ce que c'est des choses, les professionnels, vous les avez spontanément Alors, il nous manque, on est quand même un territoire, je pense qu'on le sait tous, on a un territoire où on manque clairement de professionnels, il y a des listes d'attente partout dans tous les cabinets et c'est très difficile d'avoir des professionnels conventionnés. Donc, en gros, on doit avoir une 50aine de psychomotriciens, on doit avoir une 10, allez, 15 ergo max et on doit avoir une 20aine de psychologues. Voilà. Donc, chaque année, donc la PCO est ouverte depuis 2003. 2023, on rajoute 20 ans depuis 2023, donc c'est quand même une PCO assez récente, ça fait partie des dernières PCO ouvertes en France et on a énormément de mal à conventionner et un des gros freins, faut pas se mentir, c'est le tarif qui est imposé par la CPAM, qui est quand même en général assez loin de ce que les professionnels font. Et on remercie d'ailleurs tous les professionnels qui ont conventionné avec nous. Ça permet de mettre en place des soins précoces pour beaucoup de familles qui ne pourraient pas accéder le temps justement d'avoir les aides financières. Donc oui, on serait ravis. En conclusion. Donc là, voilà, vous avez les tarifs. Donc, pour une psychologue, la séance est 42,86 €. Pour l'ergothérapeute ou la psychomotricienne, je mets féminin parce que c'est souvent des femmes, hein, mais il y a parfois des hommes quand même. C'est 38,86 €. Et donc, pour les bilans, vous voyez que pour l'ergothérapie et la psychomotricité, c'est 140 €. Donc,
dans ces 140 euros, en fait, compte le bilan, certes, mais en général, les professionnels nous facturent aussi la séance d'anamnèse, parce qu'il faut bien recueillir les difficultés de l'enfant et sa vie quotidienne. Aussi la séance de restitution, voilà, en séance, donc qui est facturée en plus des 140 euros, qui permet de faire un bilan comme la professionnelle pourrait faire pour d'autres, les autres enfants qui ne passeraient pas par la PCO. Et en psychologie, vous avez donc un forfait de 300 euros. Donc c'est le forfait de 300 euros, c'est les bilans psychométriques, par exemple. Et si l'enfant a besoin de bilans supplémentaires, il y a une enveloppe encore de 120 euros pour les bilans. Donc ça, c'est côté psychologie. Les forfaits d'intervention précoce durent 1 an. Donc à partir du moment où l'enfant fait sa première séance avec un professionnel, il y a 1 an de forfait d'intervention précoce. Le forfait d'intervention précoce, il est renouvelé si, par exemple, la famille a fait le dossier MDPH et n'a pas eu encore de réponse ou a été refusé. Dans ces cas-là, on renouvelle pour 1 année. On ne peut pas faire plus après. Si la famille, au bout d'1 an, n'a pas fait de dossier MDPH, le forfait d'intervention précoce n'est pas renouvelé tant que le dossier MDPH n'a pas été fait. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait les ruptures de parcours. C'est parce qu'il y a un manque de financement et on entend bien que la MDPH, il y a de longs mois d'attente. Et dans ces cas-là, on peut renouveler 1 an. Donc, on travaille avec les familles pour qu'ils fassent ce dossier et d'éviter les ruptures de parcours et pour pouvoir poursuivre les soins. En général, même si ce n'est pas tous les cas, on va dire dans la généralité, il faut que les soins se poursuivent. Voilà. Je vais bien vous tourner. Alors, c'est un long parcours pour les professionnels conventionnés, puisqu'en fait, le professionnel qui va conventionner avec nous, donc on parle de l'ergothérapie, la psychomotricité ou la psychologue en psychologie. Donc, la professionnelle qui veut conventionner avec nous va signer une convention, va nous le retourner. La convention repart à l'hôpital, va être contre-signée par l'hôpital, et nous, on va donner en même temps une attestation comme quoi ils sont bien conventionnés avec nous. Ensuite, le professionnel reçoit ces documents et va conventionner avec la CPAM, parce qu'il va falloir avoir un numéro d'assurance maladie professionnelle. Ensuite, le médecin, indication des spécialistes et modes de prise en charge proposés. Oui, on leur demande quelles sont. Ah oui, on leur demande quelles sont les spécialités. Donc, on a des professionnels qui prennent des enfants pas après 5 ans, d'autres pas avant 3 ans. Enfin, d'autres veulent travailler avec les enfants TSA, d'autres non. Donc, on fait vraiment en fonction des spécialités et de chacun. À chaque fois qu'on veut orienter un enfant vers une professionnelle conventionnée, on va toujours leur demander s'ils ont de la disponibilité et si c'est OK pour eux par rapport au profil, au tableau clinique de l'enfant. Et ensuite, les familles signent un DIPC, comme quoi ils acceptent la prise en charge, qu'ils acceptent de se rendre aux soins, qu'ils acceptent de prévenir la professionnelle en cas d'impossibilité de venir à un soin et qu'ils acceptent aussi de nous donner les notifications MDPH. Quand ils ont signé ça, on leur donne les coordonnées du professionnel identifié. Et ensuite, ils ont 15 jours pour appeler le professionnel et prendre un rendez-vous. Alors, ils ne prennent pas forcément un rendez-vous dans les 15 jours. Hein. C'est le parent qui doit appeler le professionnel sous les 15 jours. Et ensuite, une fois que le bilan et les séances ont été faits, tous les mois, le professionnel doit envoyer un CERFA comme à l'ancienne, puisqu'il n'y a pas de carte vitale pour eux. Donc, il y a des CERFA à remplir qui transitent par la CPAM, par la PCO. C'est la PCO qui envoie la CPAM et le professionnel de santé est payé à la fin du mois. Et donc, on demande aux professionnels aussi de santé, si c'est possible, de participer aux réunions de synthèse, notamment les RCP. Voilà. Je vais bien que tout. Donc, on laisse le professionnel choisir la durée suivant la pathologie de l'enfant et suivant l'attention de l'enfant, donc entre 30 et 45 minutes. La prise en charge peut être individuelle ou en groupe. Donc ça peut être aussi, par exemple, on pense à certaines professionnels qui font des groupes de guidance parentale. Et donc ça peut être aussi financé. C'est financé bien sûr à la hauteur de la séance
que la PCO peut faire à 38,86 € ou 42,86 € suivant la profession. Et on laisse le professionnel aussi de choisir le rythme. Donc, si le rythme, c'est 1 fois par semaine, c'est OK. Si c'est 2 fois parce que l'enfant a besoin de plus, c'est OK aussi. Et c'est OK aussi si l'enfant fait de l'intensif sur des courtes périodes. Il a été démontré dans différentes études que ce côté intensif avait aussi de très bons résultats, en fait. Donc, il y a quelques professionnels qui font de l'intensif pendant les vacances, notamment. En général, c'est à ce moment-là que c'est proposé. Ici, c'est les bénéfices de conventionner avec nous. Donc, ça permet une coordination de parcours qu'on a moins quand on est en libéral, chacun dans son cabinet. Des formations où, par exemple, une de mes collègues psychologues, neuropsychologues, a fait une formation sur les TSA l'année dernière. Le développement du réseau professionnel. Nous avons fait une petite galette des rois au mois de janvier. Donc, ça nous a permis de nous connaître mieux. On a aussi une testothèque, donc on a des bilans qu'on prête pendant 3 semaines à tout professionnel conventionné qui souhaite tester ces bilans. Donc on a des bilans psy, des bilans psychomotes et des bilans ergo. Et puis bien sûr permettre aux familles de pouvoir accéder à ces professions qui ne sont pas toujours possibles, et ça réduit les inégalités. Les formations de la CRIF. Et il y a la possibilité aussi d'avoir un accès privilégié aux formations du CRAIF. Donc le CRAIF, c'est le Centre ressources autisme Île-de-France. Voilà. Est-ce que vous avez des questions auxquelles on n'aurait pas répondu par rapport à la PCO? Alors, normalement, j'ai répondu, mais n'hésitez pas. Oui. Orthophoniste aussi. Sinon, quel délai? Voilà, le délai, comme ma collègue a dit, c'est aléatoire. Voilà, en général, on va dire, si on n'a pas de professionnel identifié, ça prend au moins 6 mois. Voilà, pour mettre en place les soins, au moins. Il y a Madame Parfois, ça prend un peu moins. Christine, il y a Docteur Christine Estadieux qui a levé la main. Christine, oui. Ouais, excusez-moi, bonjour à tous. Je vais reformuler mes questions. On va être opérationnel et pratico-pratique. J'ai dans mon cabinet, par exemple, imaginons un enfant que je suspecte d'avoir besoin de soins, mais j'ai pas un diagnostic complètement fiable. Il a fait son bilan ophtalmo, il a fait son bilan RL. Ça fait 1 an que la famille elle cherche un orthophoniste parce que l'institut lui a dit qu'il fallait voir l'orthophoniste. Voilà, donc j'ai pas un diagnostic complet, je connais pas l'enfant depuis longtemps, donc je ne connais pas. Je veux pas perdre de temps parce qu'il a déjà, ça fait déjà un moment qu'il tourne en rond. Voilà, c'est pour ça que ma question c'est, pour faire un diagnostic, visiblement, c'est pas la PCO, mais si par exemple on a un doute diagnostique, est-ce qu'en passant par la PCO, on pourra l'avoir plus vite et avoir des tests plus vite? Indépendamment de la prise en charge, qui j'ai bien compris, est faite surtout pour les actes non remboursés, mais pour faire un diagnostic ou si on pense qu'il y a un besoin global aussi d'orthophonistes globalement, est-ce que la PCE peut nous aider? Parce qu'au quotidien, c'est vraiment ça qui se passe. Voilà, où la PCO peut se positionner pour nous aider dans ce genre de situations qui sont quasi, je dirais pas quotidiennes, mais mettons, allez, on en a 3 par semaine, quoi, en tant que généraliste. Oui, alors je reprends ce que vous disiez, hein. Pour l'orthophonie, de toute façon, nous, au niveau PCO, on n'a pas de passe-droit plus qu'une. Enfin, voilà, même en tant que PCO, on n'a pas d'orthophonistes avec lesquels on travaille. Enfin, en tout cas, d'une façon privilégiée. On n'a pas de convention spécifique avec les orthophonistes pour avoir un bilan qui serait en attente, quand bien même depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Au niveau du CDEA, là, on est vraiment sur l'évaluation TSA. Ils ont réussi, dans le cadre des évaluations diagnostiques qu'ils font, lorsqu'ils ont besoin effectivement d'un bilan d'orthophonie, ils ont réussi à conventionner avec certains orthophonistes qui potentiellement leur fait des bilans parce qu'il y a besoin d'évaluer le langage pour tel ou tel enfant. Maintenant, au niveau de la PCO, on a aussi nos limites, hein, c'est-à-dire que
comme vous le disiez, oui, on va pouvoir intervenir sur certains professionnels qui ne sont pas pris en charge par la CPAM, mais pour ce qui est de l'orthophonie, on n'a pas plus pas plus d'entrée et pas plus de solutions. Et si Par on veut contre, avoir un diagnostic, est-ce que c'est plus rapide de passer par vous pour faire cette demande de diagnostic, puisque vous avez quand même 2 pédiatres, Passer par, ou alors, est-ce qu'il vaut mieux passer par le CDEA? Voilà, c'était un peu ça ma question. c'est-à-dire que C'est-à-dire qu'en tant que généraliste, est-ce qu'on a intérêt plutôt d'appeler le CDEA pour aller plus vite quand on a un doute, ou est-ce qu'on peut passer par vous? Voilà, quel est le parcours? Il faudrait prendre un cas clinique, mais quel est le parcours le plus efficace, je dirais, et le plus complet pour avoir un bilan et parce que alors, le voilà. plus complet, je ne sais pas, mais les, les missions de la PCO et du CDEA sont quand même un peu différentes. C'est-à-dire que si vous, effectivement, sur votre cabinet, vous recevez un enfant pour lequel, effectivement, vous percevez qu'il y a un décalage au niveau du neurodéveloppement, vous allez potentiellement demander à la famille de faire telle ou telle prise en charge. Enfin, on va dire que dans la logique, ce serait effectivement de prime abord de l'orienter sur la PCO. Euh, et après, ça va aussi dépendre s'il y a déjà eu, parce que vous parliez de diagnostic. Avant de parler de diagnostic, j'ai envie de vous dire qu'il faut aussi peut-être déjà qu'il y ait des choses qui se mettent en place d'un point de vue soin pour qu'on puisse voir un petit peu déjà comment l'enfant évolue avec de la prise en charge avant même de Mais parler ça, de dans la diagnostic. réalité, madame, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est ça qui m'inquiète, moi. Comment voulez-vous qu'on mette en place du soin s'il n'y a pas de réponse aux soins et que le fait qu'il n'y ait pas de soins fait qu'on n'a pas le diagnostic complet, à part Après, envoyer effectivement vers un pédiatre, ou un pédo, ben, c'est peut-être Carole qui va pouvoir me répondre. Vous voyez, je veux dire, dans la réalité, actuellement, hein, avant d'avoir après, du j'allais soin, dire, des fois, c'est Christine, compliqué, hein. ouais. Christine, la question, elle est effectivement, c'est une question qui revient souvent. J'allais dire qu'ensuite, ça marche par réseau. Alors, les C'est pour ça que je psychomotriciens, demande, excuse-moi de te couper, je demande si la PCO, quand on est un peu embêté, peut nous aider à créer un réseau que nous, on a du mal à faire tout seul dans nos cabinets. Je ne demande pas à la PCO de trouver tout le monde. Est-ce que c'est une porte d'entrée qui pourrait être efficace pour faire justement ce réseau? C'est ça ma question. C'est peut-être pas clair ce que je dis, mais mais je pense que dans la oui, vie c'est une porte quotidienne, c'est d'entrée. ça. Moi, je pense que c'est une porte d'entrée sur, d'abord parce que parfois le patient pense tout de suite orthophonie, mais il n'y a pas, ça peut Tout à être fait. une autre Voilà, porte d'entrée par d'autres c'est ça. soins. Et après, il y a le réseau à l'intérieur qui permet de se dire, bah oui, je travaille avec tel orthophoniste, je lui en parle, je commence à, voilà, ça va se faire comme ça, de professionnel à professionnel, pour que le maillage et quelque chose se tricote autour des patients et ça va se faire petit à petit. J'en parle à tel orthophoniste. Je vois qu'il y a, bon, il y a des orthophonistes aujourd'hui et plusieurs fois on s'appelle, on se dit est-ce que tu auras de la place, comme vous faites avec Oui. d'autres pathologies. Et ben c'est la même chose aussi pour la PCO. Effectivement, les orthophonistes sont très très sollicités et parfois il y a des moments où l'ergothérapie, la psychomote ou la psychologue vont être sur des terrains un peu similaires autour des prémices de la communication. Bah ça, effectivement, si c'est un trouble articulatoire pur et dur, non, mais si on est sur d'autres sujets un peu TSA, sur la question de la communication, ça peut se jouer dans C'est différents métiers. c'est pour ça que je dis ça, Et Carole. après, on C'est sera que, en obligé de fait, souvent, s'arrêter. Oui. c'est ça. La porte d'entrée, c'est souvent les orthophonistes, alors qu'au final, c'est pas Voilà, forcément il ne la faut pas solution. penser forcément orthophoniste. C'était le sens de ma question, Carole. C'est ça, Oui, en et fait. ben effectivement, il ne faut pas effectivement, penser l'ergothérapie au niveau sensoriel, coordination, mais je te laisse Lauriane répondre. oui, non, je disais, j'allais parler d'autre chose, mais effectivement, en fait, la PCO, c'est la porte d'entrée pour la mise en place de soins pour des enfants qui n'ont rien et d'avoir du soin de mise en place. Ça, c'est la Oui. première. En fait, c'est pour ça que les PCO ont été construits. Puis est venue la question du diagnostic. Et là, c'est la deuxième partie. Donc, il y a d'un côté, oui, bien sûr, la PCO, c'est la mise en place de soins précoces autres qu'orthophonie, malheureusement, parce que c'est vrai qu'on a tendance à envoyer chez l'orthophoniste parce que il y avait aussi ce côté prise en charge. Voilà. Mais il y a plein de choses, voilà, à travailler souvent Tout qui à est fait. autre. Voilà. Et donc là, la PCO offre ça.
Bon, après, c'est pas miraculeux parce qu'on n'a pas non plus une tonne de place. Donc, parfois, les familles attendent très longtemps. Ça arrive que parfois, c'est bien plus que 6 mois. Ça dépend vraiment de là où les familles habitent et des professionnels autour. Et pour le diagnostic, oui, vous pouvez solliciter le C2A à partir du moment où vous avez un doute sur le TSA. C'est pas un test atypique. Si c'est un test atypique, vous posez le diagnostic parce qu'en fait, le TSA, c'est un diagnostic clinique. Donc, vous pouvez très bien lister les difficultés de l'enfant, dire c'est un TSA. Si vous avez un doute sur le TSA, vous pouvez orienter directement au CE2A parce que l'enfant a déjà des soins et c'est pas la question du soin, c'est le diagnostic qui pose problème TSA. Est-ce qu'il est TSA ou pas? Dans ces cas-là, vous pouvez l'orienter directement au C2A. D'accord. Oui. Donc On va c'est bien, ça peut être une porte d'entrée quand on est perdu et on peut dégrossir. Ok. Bon, ben, j'ai la réponse à ma question. Tout à fait. Merci. Nous, on est là pour ça. Et alors, on peut retrouver pour les personnes bon, voilà, qui sont parties, mais on renverra, on peut retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube du GIE. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, lundi de 13h à 14h, je répète, il y a Christine Conti et Anne Barthes, orthophoniste, qui viendra parler en webinaire des troubles du langage. Voilà, ben, je remercie vraiment la PCO pour cette participation à ce webinaire et toute votre équipe. Merci. Et n'hésitez pas à les solliciter si besoin pour des questions plus spécifiques. Hein. On n'a pas mis, mais peut-être qu'on pourra le faire, votre adresse mail. Oui, Voilà. tout à fait. Voilà, tout à la fin de la présentation de la PCO, il y a l'adresse mail. Voilà. Bah, super. Bah, je vous remercie. Je vous Au souhaite revoir. à tous une excellente journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, bah, merci.